Bonjour à tous, Amélie Mancebo, donc responsable projet de l'EN3S. Donc je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire sur la thématique des expertises comptables et financières, donc des fonctions des directions comptables et financières. J'introduis ce webinaire et je vais ensuite laisser la parole à Benjamin Geny, notre directeur de la direction formation continue de l'EN3S. Et ensuite, vous pourrez découvrir donc le webinaire animé par nos deux intervenants, Thibault Lapère et Stéphane Moulin, qui sont tous les deux donc directeurs comptables et financiers. Petit rappel sur l'organisation de ce webinaire. Vous avez donc vos micros et vos caméras qui sont coupés, mais vous avez la possibilité donc de poser vos questions sur le fil de discussion, questions et réponses. Donc nous pourrons répondre à vos questions à la fin de ce webinaire. Donc n'hésitez pas aussi, si vous trouvez quelques questions qui sont pertinentes, à mettre un petit like pour ceux qui ont la possibilité de mettre un like. Thibault Lapère et Stéphane Moulin vous introduiront les formations par des petits quiz, donc n'hésitez pas à répondre à ces quiz également via le petit module de questions-réponses. Voilà pour l'organisation. Donc nous sommes ensemble de 14h à 14h45. Voilà, j'espère que ce webinaire vous plaira et n'hésitez pas donc à interagir via ce module de questions-réponses. Je laisse la main donc à Benjamin Geny, qui va vous présenter plus en détail ce webinaire et donc la formation continue de l'EN3S. Bonjour à toutes et à tous. Merci Amélie pour cette introduction. En fait, je souhaitais, au nom de l'EN3S aussi, me faire le porte-parole des caisses nationales et retracer les grandes évolutions des métiers des directions comptables et financières. Et je me suis appuyé là-dessus sur un certain nombre d'éléments qui sont peut-être connus d'entre vous, mais le point de départ, ça a été le rapport Libault de 2017, qui a donné un certain nombre de changements, mais changements qui sont d'importance. Et puis, je me suis aussi appuyé sur les rapports du comité des carrières, qui permet d'avoir une vision aussi statistique sur les transformations en termes de recrutement et de mobilité. Et à travers ces données-là, je voulais aussi donner à voir à la fois un peu ce paradoxe qu'il y a, c'est-à-dire des métiers, comme vous allez le voir, de directeur comptable financier et de fondé de pouvoir, qui ouvrent de nombreuses passerelles en termes de carrière, mobilité ascendante ou mobilité fonctionnelle, et une situation qui reste quand même assez fragile, on peut le dire, en termes de taux de candidature et de nombre de postes à pourvoir, notamment sur le périmètre directeur comptable et financier. Vous le verrez, c'est vrai que c'est quand même, ça reste, mais c'est loin d'être enfin, ces postes-là sont loin d'être les seuls, mais ça reste un sujet de préoccupation. Et là, je me le fais le relais vraiment des quatre branches, que ce soit la branche famille, maladie, le recouvrement, la branche vieillesse, mais aussi du côté de la MSA. On a ce souhait de vouloir renforcer l'attractivité de ces métiers. C'est pour ça aussi qu'on a souhaité mettre en place ce webinaire avec notamment nos intervenants, pour pouvoir vous proposer des accompagnements et puis pouvoir susciter des vocations ou conforter des parcours. Alors, je reviens sur deux éléments. Donc, effectivement, je pense que c'est quand même assez connu d'entre vous, mais ça vaut le coup de le rappeler. Le rapport Libault, c'était un rapport qui faisait déjà face au même constat, c'est-à-dire comment transformer ce métier. Alors, en termes de sémantique, vous savez que ça a eu un premier effet direct, c'est qu'on ne parle plus d'agent comptable d'un point de vue officiel, mais de directeur comptable et financier. Et le changement n'est pas que sémantique, puisque, bien entendu, ce qu'il y a derrière tout ça, c'est le fait de dire, ce qui était déjà le cas avant, mais de l'affirmer clairement, les agents de direction sont des agents de direction à part entière au sein d'une équipe de direction. Ça, c'est le premier élément, qui font partie de ce collectif du CODIR. Et en plus de ça, on peut être amené à faire évoluer les postes au-delà d'un périmètre que l'on peut appeler régalien ou classique, certification des comptes, notamment maîtrise des risques, on y reviendra, vers d'autres missions. Et ces missions, on le revoit dans toutes les vacances de poste qui sont publiées, elles sont très variables et très larges. Je vous ai mis une petite suite d'exemples: qualité, bien entendu, contrôle interne. Bon, là, on reste encore dans le cœur de métier,
Mais on va aller aussi dans le domaine du recouvrement des créances, lutte contre la fraude, très souvent, qu'on voit dans les périmètres des DCF, pilotage budgétaire. Parfois, on a aussi du côté des fonctions support, des missions qui sont élargies en termes de gestion de l'informatique, des systèmes d'information, du contrôle de gestion. Donc, vous voyez quand même le changement quand même majeur qui s'est produit en l'espace de 5 ans et qui est un vrai vecteur d'attractivité pour ces métiers-là. Sur la partie des fondés de pouvoir, là aussi, on sait que de plus en plus dans les réseaux, ce n'est pas uniquement des experts techniques, mais c'est des managers stratégiques à part entière au sein d'une communauté de managers stratégiques. Et il y a de nombreux exemples de mobilité ou de personnes qui ne sont pas forcément des experts comptables et financiers qui sont devenus fondés de pouvoir. On a aussi un phénomène de renouvellement de ces fonctions-là et un besoin d'accompagnement de profils externes, puisqu'on peut avoir des fondés de pouvoir qui ont cette expertise comptable et financière dans d'autres secteurs et que l'institution veut attirer et faire profiter de son réseau. Voilà donc sur l'attractivité des métiers et le changement des périmètres. En termes de mobilité, donc je l'indiquais, une attractivité renouvelée au service des mobilités de carrière. Alors ce qui est vraiment important, c'est de voir à travers quelques chiffres que ce métier de directeur comptable et financier, il est au carrefour de beaucoup d'évolutions et de mobilité professionnelle. Il y a un aspect alors un petit peu technique, mais quand même qu'il faut remettre en avant. Donc, vous savez qu'il y a eu une réforme de la liste d'aptitudes récemment. Il y aura désormais plus qu'une seule liste d'aptitudes L1, L2 qui a fusionné. Et lorsqu'on veut accéder à cette liste d'aptitudes pour se projeter sur des postes de pleine direction, il faut un certain nombre, une durée d'expérience. Et là, pour tenir compte de la plus-value, de la spécificité de ces métiers, ces durées est réduite pour les directeurs comptables et financiers. Donc, c'est 8 ans au lieu de 10, par exemple, si on est au sein du même organisme. 6 ans au lieu de 8 si on a une mobilité au sein de plusieurs organismes ou une mobilité de branche. Donc, c'est un premier aspect. L'autre aspect, ça, je l'ai trouvé dans les rapports du comité des carrières. Alors, j'ai pris 2021, mais je suis allé regarder aussi 2019 parce qu'on considère que c'est le point de comparaison si on fait abstraction de la crise sanitaire. On voit qu'il y a une première mobilité, c'est que lorsqu'on est directeur comptable et financier, c'est un projet de carrière, une évolution de carrière, et qu'il y a une forte mobilité, un fort taux de vacances de poste. Donc, c'était 70% environ. Donc, ça veut dire aussi que tous les clichés qu'il peut y avoir sur je suis directeur comptable et financier et si je me projette là-dessus, je vais le rester toute ma vie, c'est complètement faux. Bien sûr, dans ces mobilités, il y a des départs à la retraite, mais il y a aussi énormément de parcours vers d'autres types de postes. La conséquence, c'est aussi un taux de renouvellement des postes assez important, de l'ordre de 14% en 2021. Et on voit aussi qu'il y a une forte appétence pour les mobilités interbranches chez les candidats. Donc là, c'est pareil, ce n'est pas du tout un frein. On voit que sur les vacances de poste de directeur comptable et financier, on a 58% de candidats qui viennent d'une autre branche. Donc là, c'est aussi pour dire que voilà, il y a un corpus commun qui fait que il n'y a pas du tout de frein, on n'est pas enfermé dans une branche lorsqu'on est directeur comptable et financier. Au niveau des taux de réussite des candidatures, alors là, donc on regarde d'où on vient pour des candidats qui postulent sur des postes de DCF. On voit qu'il y en a 26% qui sont déjà DCF, donc bon, à la limite, c'est de la mobilité interbranche ou bien on change de catégorie d'organisme. Mais on a aussi, et c'est pour ça aussi que ce webinaire, c'était intéressant de le signaler, on a aussi des mobilités de personnes qui sont directeurs adjoints ou sous-directeurs dans une part assez importante. Donc c'est une vraie passerelle dans un parcours de carrière. Parité homme-femme aussi, ça je l'ai vu, donc c'est aussi important à le souligner. On sait qu'on a dans les sociologies des organisations, souvent on se dit voilà, expertise technique égale masculin. C'est pas du tout le cas, donc ça fait de nombreuses années qu'il y a cette parité. Il y a même un peu plus de femmes que d'hommes. Deux dernières choses en termes de mobilité. On avait dit qu'il y avait un accroissement de la mobilité donc vers les postes de directeur comptable et financier, et c'est aussi un vecteur de mobilité professionnelle vers des postes de directeur. On le voit donc à travers des chiffres qui sont assez stables d'une année sur l'autre.
13% de candidats DCF qui sont ensuite qui vont prendre un poste de pleine direction. Donc ça, on a de nombreux exemples, et vous devez tous les avoir autour de vous dans les réseaux. Et puis, à signaler aussi les taux de réussite qui sont intéressants, où on voit qu'on a le même taux de réussite que des directeurs adjoints. Donc là encore, c'est pour expliquer que ces métiers-là ne sont pas du tout, bien au contraire, un rebutoire, on va dire, pour évoluer ensuite vers des postes de pleine direction. Le seul taux de réussite qui est supérieur, c'est celui des directeurs. Les directeurs qui ont une mobilité en tant que directeur. Mais bon, c'est assez logique aussi. On a, et c'est le dernier point, et c'est pour ça que ça fera la transition vers la présentation, le pourquoi de l'accompagnement de l'EN3S, le pourquoi on a vraiment avec les caisses nationales retravaillé, avec les intervenants retravaillé nos programmes de formation. C'est que bon, malgré tout ce que j'ai dit avant, il faut quand même aussi faire un constat qu'il y a un vivier qui reste encore assez limité. Donc, alors, premier aspect, déjà, il faut avoir la mention comptable et financière. Que ce soit via le CAPDIR ou via le N3S. Donc, c'est un premier facteur de limitation. Mais il y a quand même, là, je ne l'ai pas mis, mais il y a un vivier qui est extrêmement important. Il y a 1500, à peu près 1500 agents de direction qui potentiellement sont susceptibles de devenir DCF. Donc, ce n'est pas rien. Par contre, en termes de conversion, on voit que sur 53 vacances de poste, il y avait en fait 93 candidats et 123 candidatures recevables, puisqu'il peut y avoir des candidatures multiples. Donc, on voit voilà, qu'on est sur un taux quand même assez bas. Et un autre indicateur non moyen de candidature par poste, 3,4. Donc ça, c'était 3,8 en 2019, donc c'est encore un petit peu en baisse. Si on compare avec les postes de directeur, il y a quasiment un point de différence. Autre indicateur de cette petite tension, cette recherche d'attractivité, 11 postes qui ont fait l'objet d'un deuxième appel, il n'y en avait que 4 en 2019. Voilà. Il y en a même eu un où il y a eu 7 appels, mais bon, c'est une destination ultramarine, c'était Mayotte, CSS de Mayotte. Mais voilà, sur les deuxièmes appels, c'est un bon indicateur. Bon, je n'ai pas mis la géographie, mais on sait que voilà, c'est aussi lié à des facteurs des mobilités géographiques. Voilà, je n'en dis pas plus. J'ai essayé de brosser un portrait des évolutions et du métier et puis des grands chiffres en termes de candidature. Je vais déjà maintenant laisser la parole à ce que vous attendez. C'est comment vous pouvez, vous ou vos collaborateurs, être mieux accompagnés à la fois sur des prises de poste, sur de la postulation à des postes ou des parcours de carrière. Et pour ce faire, je cède la parole à Stéphane Moulin. Bonjour à tous, Stéphane Moulin, je suis DCF de la CAF du Rhône, comme le laisse deviner la skyline qui se trouve derrière moi. Alors, pour essayer de voir si vous remplissez les conditions, j'allais dire, d'accès à ces trois formations qu'on va vous proposer. Alors, on avait la solution de vous faire passer des tests de personnalité collectifs ou individuels, style SOSI-DISC, mais en 40 minutes, ça nous a semblé peu raisonnable. Donc, avec Thibault Lapère, mon compère de la CAF et CEPAM du Cantal, on a inventé un nouveau système d'évaluation, alors qui, vous verrez, est assez frustre, mais qui va permettre de déterminer votre aptitude à occuper rapidement un poste de DCF ou fondé de pouvoir. L'idée, c'est de ne pas vous faire perdre du temps. Si vous n'êtes pas en adéquation, comme dit le comité des carrières, pourquoi suivre la fin de ce webinaire? Alors, on a quatre questions, 4 propositions à vous poser pour repérer cette adéquation homme-projet à partir des assertions suivantes. Première assertion, les fonctions de DCF et de fondé de pouvoir sont faites pour vous si vous appréciez la routine. Alors, je vous laisse lever la main. Le premier qui lèvera la main gagnera une formation premium dans l'une des trois sessions avec une dédicace du rapport LIBO de la main même du maître. Alors, je regarde s'il y a beaucoup de personnes qui se reconnaissent dans cette assertion. Non, apparemment pas beaucoup, alors tant mieux, parce que c'est souvent l'une des caricatures qui est faite sur ce métier-là. Le métier DCF, on le voyait souvent, en tout cas à mon époque, comme le rond de cuir ou un peu le businessman du Petit Prince, qui est quelqu'un de sérieux. D'ailleurs, il a une cravate. Alors, ça ne veut pas dire que mon collègue Thibault Lapère n'est pas sérieux parce qu'il n'a pas de cravate. C'est bien un vrai DCF.
mais c'est quelqu'un de sérieux qui est toujours dans ses chiffres et il ne fait que ça. Sa routine, c'est d'être au quotidien dans les chiffres. Et souvent, les gens, quand ils voient ça, ils vont voir sur une autre planète. Eh ben non, c'est pas ça, notre quotidien. Et l'idée de ces 3 formations, c'est de vous faire découvrir un métier où on ne s'ennuie pas. On est toujours dans des projets nombreux, dès lors qu'il y a des problématiques de mutualisation, des problématiques d'optimisation, quand il faut trouver des leviers pour améliorer la performance, eh bien, ça passe à un moment donné dans les mains du fondé de pouvoir et du DCF. Donc voilà, donc il ne nous reste plus que 3 questions pour discriminer encore un peu. Alors, seconde allégation, les fonctions de DCF et de fondé de pouvoir sont faites pour vous si vous connaissez par cœur le plan comptable. Alors là, c'est en général une question qui permet de diviser par 2 le taux de personnes qui restent dans le webinaire. Ouais, c'est pas trop mal. Alors là, vous allez être déçus aussi si vous avez répondu oui, si vous reconnaissez dans cette assertion, parce qu'en réalité, être DCF, c'est pas être expert comptable. C'est l'aveu que j'ai dû faire lorsque j'ai pris mon poste de DCF au RSI des Alpes, où l'une des comptables m'avait dit « J'espère que vous, au moins, vous avez votre DCF et vous n'êtes pas comme le précédent qui avait juste une option comptable de l'EN3S et qui avait fait 3 semaines de comptabilité. » Eh bien si, je n'avais que l'option comptable, entre guillemets, eh bien ça suffit. C'est le bon bagage, cela suffit correctement ce métier. Il y a encore des subtilités du plan de compte qui m'échappent. Alors, je regrette de le dire parce que je vois que le webinaire est enregistré, mais je l'assumerai. J'ai encore quelques subdivisions qui m'échappent. J'allais dire, un juriste, il a un code lorsqu'il ne sait pas tout. Eh bien, le DCF, il a son plan de compte pour pouvoir aller parfois dans le détail de l'expertise métier. Troisième question, maintenant pour voir si vous êtes en adéquation sur ces futurs métiers de DCF ou de fondé. Vous pouvez être DCF ou fondé si vous détestez prendre des vacances en fin d'année et si vous rêvez d'avoir une activité saisonnière s'achevant en février. Alors là, on va voir les amateurs de fêtes familiales et de vacances, des gens qui n'aiment pas le ski, qui pourraient être plus tentés par les activités de DCF. Ouais, non, il n'y en a pas tant que ça. Alors en réalité, c'est vrai qu'on réduit souvent. Là encore, je vais vous apporter des mauvaises nouvelles si vous êtes dans ce cas-là. C'est qu'on réduit souvent l'activité de DCF à une activité saisonnière, alors qui est importante, hein, celle de l'arrêté des comptes. Mais ce n'est pas que cela, ce n'est pas principalement cela. Quand on échange entre collègues, on se dit finalement la comptabilité, ça nous occupe dans une caisse normale entre 10 à 20% de notre temps, pas plus. Et tout le reste, toutes les autres activités sont l'essentiel en réalité de notre métier aujourd'hui. Dernier élément de test pour vérifier que vous remplissez bien les conditions pour suivre une des 3 formations proposées par le N3S, c'est de savoir si vous dites d'abord non et vous discutez ensuite. Hein. Est-ce que vous êtes quelqu'un de buté par nature? Est-ce que vous nourrissez une haine quasi atavique contre les ordonnateurs? Est-ce que vous êtes attaché à une séparation extrêmement stricte entre l'ordonnateur et le comptable? Vous pensez que vous êtes faite pour ce métier-là, si vous avez cette posture? Bien, c'était peut-être vrai, encore, je ne suis même pas sûr, il y a 30 ans. Aujourd'hui, et c'est l'idée de ces formations, c'est de voir que l'enjeu d'un bon exercice de la fonction, plus que cette séparation stricte, c'est celui de la complémentarité entre les fonctions de directeur comptable et financier, de directeur. Voilà, et l'un des enjeux des formations que l'on propose, c'est de voir comment ces synergies peuvent se mettre en place au sein d'un organisme. Voilà, je vois que les tests ont été plutôt concluants. On a une session avec des participants de qualité, donc je pense qu'on va pouvoir présenter les trois formations proposées par le N3S. Alors peut-être avant de vous présenter les 3 formations, dire quels seront vos intervenants. Alors vous en avez 2 parmi vous aujourd'hui, donc
Bon, je me présente peut-être en quelques mots. Stéphane Moulin, DCF de la Cave du Rhône. J'en suis à mon 6e poste de DCF. Moi, je fais partie de ceux qui ont changé de branche, de régime, de région au fil des années avec 23 ans d'expérience. Thibaut, je te laisse dire 2 mots peut-être. Oui, tout à fait. Donc Thibaut Lapère, donc DCF de la CAF et de la CEPAM du Cantal. Donc moi, c'est ma première expérience de DCF. C'est un poste que j'occupe depuis un peu plus de 2 ans désormais. C'est ma première expérience dans le domaine comptable, puisque j'étais avant directeur adjoint d'une CAF. Voilà, et donc j'ai également fait des mobilités de branches. Donc effectivement, comme on le verra tout à l'heure, pas du tout d'expérience comptable avant de prendre cette fonction-là. Alors, et on excusera nos 2 autres collègues, Sébastien Leclerc, qui est DCF de la Cave de l'Ain, et Guillaume Maudet, qui est DCF de la Cave de l'Isère, qui sont tous les 2 cet après-midi en formation avec un groupe de nouveaux DCF. Alors, le point commun de cette bande des 4, alors c'est d'abord qu'ils sont de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui sont souriants, ça vous ne le voyez peut-être pas tous, mais alors ils sont un peu atypiques, vous verrez, c'est des DCF un peu atypiques, mais qui incarnent en réalité bien ce qui est la fonction de DCF. On a repris cette formation l'année dernière en ayant pour ambition de dire que le métier de DCF, c'est un métier passionnant, où on fait mille choses, où il y a un vrai épanouissement professionnel et une vraie diversité d'actions au quotidien. Dans l'équipe qu'on a constituée, donc on a des expériences variées. Alors je suis doyen, donc c'est moi qui raconte les histoires que les anciens se transmettent le soir au coin du feu sur les situations compliquées de DCF. C'est un de nos fils rouges, de mettre en situation les stagiaires sur des situations qui ont pu arriver à certains de nos collègues. Mes 3 collègues sont plutôt plus jeunes dans la fonction, mais eux, ils ont des souvenirs, ce que n'a pas un vieux DCF. C'est-à-dire qu'ils se rappellent encore de leur premier arrêté de compte, de leurs 100 premiers jours, se rappellent encore des difficultés qu'ils ont eues sur certains sujets. Ils peuvent se mettre à la place des candidats et les aider. On a aussi la chance d'avoir un groupe où tout le monde a bourlingué un peu dans les différents réseaux, les différents risques, différentes tailles d'organismes aussi, ce qui permet de proposer une formation adaptée à différents publics. L'année dernière, on était avec par exemple une promotion où il y avait un mélange assez équilibré de représentants de la MSA, quelqu'un qui venait d'une caisse nationale, de la CAF, de la CEPAM, de l'URSSAF et d'une CARSAF. Voilà, pour vous donner un exemple. Ce qu'on souhaite, c'est que, et c'est d'ailleurs l'une des caractéristiques des DCF, c'est qu'il y a de ce métier-là, c'est qu'il y a une certaine unicité des pratiques par-delà les réseaux, vraiment des sujets communs. Voilà pour les intervenants. On va maintenant regarder chacune des 3 formations qui sont proposées en 2023 par le N3S. Thibaut, je te laisse la main, puisque le principe, c'est pour accéder à une formation, c'est d'abord de vérifier que vous remplissez les conditions d'accès. Oui, tout à fait. Donc pour faire cette vérification, donc on va vous poser une question à chaque fois. Évidemment, pour la première formation, on a choisi une question d'ordre comptable, puisqu'on va vous demander à quoi correspond une classe 2. Donc vous allez avoir 4 réponses possibles. Il va falloir choisir la bonne. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y aura plusieurs bonnes réponses. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc qu'est-ce qu'une classe 2? Il s'agit de la dernière série de Mercedes. Ça va être la première réponse. C'est une rame de TER. Ce pourrait être également la classe de moyenne section dans laquelle mon fils est inscrit. Ou cela renvoie aux comptes d'immobilisation qui sont notamment présents dans le bilan. On va voir donc si nous avons quelques bonnes réponses. A priori. Bon, effectivement, on ne va pas faire du rêve suspense, puisqu'on est bien, nous sommes bien sur les comptes d'immobilisation et ce sera un point notamment qu'on évoquera dans le cadre de la formation. On l'a dit tout à l'heure, le but, c'est pas de connaître par cœur le plan comptable, mais néanmoins, on fera quand même quelques petites références par rapport à ce dernier tout au long des formations. Donc, je vais peut-être, Stéphane, te laisser la parole pour présenter un peu le programme de la formation et je reviendrai pour ma part sur le cadencement de cette formation. Alors,
Oui, la formation, comme vous l'a dit Thibault, ça ne sera pas la révision du plan de compte et de récupérer en 3 jours ce que vous avez eu beaucoup de mal à apprendre durant vos modules maîtrise des risques et comptable à l'EN3S ou durant votre formation de comptabilité si vous venez d'un secteur autre, d'un cursus autre. Donc cette formation, elle vise à la fois à présenter les éléments de technicité requises dans la fonction, mais aussi d'envisager de manière stratégique les éléments importants qu'un DCF qui vient d'arriver, qui prend ses fonctions, doit connaître. Alors, le public visé, alors il est double. Le catalogue disait c'est les DCF qui ont récemment pris leurs fonctions. Moi, j'ai tendance à dire qu'on a dans ce public-là deux profils. D'abord, les inquiets. C'est ceux qui voient arriver, ils sont à 100 jours de prendre leurs fonctions et ils commencent à avoir des crises d'angoisse en se disant « Oh là là, j'ai postulé, mais finalement, est-ce que je suis bien fait pour le poste? Est-ce que j'ai pris la mesure de ce qui m'attend ?» Donc, ceux-ci, ils sont à 100 jours de la prise de fonction et l'idée, c'est de gagner du temps. Second profil, ce sont plutôt les étonnés, c'est-à-dire ceux qui ont pris leur fonction. Hein, voilà, ça fait 3-4 mois qu'ils sont en fonction. Ils sont encore dans la phase d'étonnement, d'interrogation, besoin de partager des pratiques. Et ça vient aussi au bon moment. Donc, on essaie de mélanger ces deux publics. Moi, je n'ai pas encore pris mes fonctions ou je viens de prendre mes fonctions et ça permet aussi d'avoir un échange au sein de la session qu'on a toujours trouvé dans les sessions animées l'année dernière assez intéressant pour tout le monde. L'objectif général, alors je ne vais pas dérouler chacun des items, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on veut que les stagiaires repartent avec un vadémécum, j'allais dire un pactage qui leur permette d'accélérer et de faciliter la prise de fonction. Alors, pour les aider, il y a différents thèmes qui sont abordés. D'abord, la maîtrise des aspects réglementaires. Il est bon parfois de revenir à la source réglementaire pour comprendre quels sont les attendus. Il y a eu des toilettages importants effectués en 2022 dans le code de la Sécu, que cela soit à l'occasion de la fin de la responsabilité personnelle et pécuniaire ou des aménagements du dispositif de contrôle interne. Donc, on va revenir sur ces sujets réglementaires-là et de voir qu'est-ce qui, dans le code, est important de connaître pour prendre correctement ces fonctions de DCF. Second élément d'accélérateur sur lequel on insiste beaucoup, c'est de présenter bien sûr le périmètre d'intervention, mais aussi et surtout d'indiquer quels sont les attendus, sur quoi le DCF verra sa performance stratégique mesurée par les auditeurs, par les caisses nationales, dans son quotidien professionnel. Et dernier élément, c'est de lister les points de vigilance. Ce que l'on souhaite et ce qu'on observe, c'est que les stagiaires repartent avec une liste de courses, une checklist de dire « Ah bah tiens, ça, je n'avais pas pensé, il faut que je regarde. Ça, c'est un sujet, je n'ai pas entendu parler, il faut que je demande à ma responsable comptabilité comment ça fonctionne. » Voilà, c'est les aider à planifier, à prioriser leur prise de fonction. Alors, le planning de cette formation pour atteindre ces objectifs-là, il est prévu sur 3 jours. Effectivement, donc il est prévu sur 3 journées. Donc, sur la première journée, on va vraiment s'attacher à présenter donc, les formalités de la prise de fonction. Et donc, comme l'a dit Stéphane tout à l'heure, notamment l'évolution qu'il y a pu avoir avec le changement du régime de responsabilité des DCF. Donc, c'est vraiment un point quand même qui vient produire des effets sur ces formalités-là. Et lors de cette première journée, on fera également un focus assez important sur le dispositif de validation des comptes. Alors, bien évidemment, sur la période d'arrêté des comptes en elle-même, mais vraiment de manière plus large sur tout ce qui va concerner la validation des comptes, la constitution des dossiers de clôture, jusqu'au moment où finalement vous allez présenter les comptes au conseil et les faire voter. On en profite d'ailleurs pour montrer des exemples de présentation des comptes que l'on peut avoir fait les uns les autres à nos différents conseils. Donc ça, c'est vraiment sur la première journée. La deuxième journée, elle est plutôt orientée autour des activités métiers, notamment tout ce qui va concerner le contrôle ou la vérification, la lutte contre la fraude, le recouvrement. Donc là, vraiment, on fait un point à la fois sur les compétences des DCF et puis finalement sur la façon de piloter ces activités, en essayant de vraiment vous mettre en avant
des exemples assez concrets et précis de questions qui se posent et sur des éléments de pilotage et les différences qu'on peut voir aussi en fonction des branches ou des régimes. Et une troisième journée qui est plutôt orientée sur les activités support, comptabilité, trésorerie, tout ce qui va concerner l'informatique, l'archivage, voir comment le DCF finalement est concerné par ces activités, qu'il les ait en pilotage direct ou non, puisqu'il est quand même, voilà, il a quand même des interventions à pouvoir faire sur ces différents pans d'activité. Donc vraiment, voilà, 3 journées qui sont organisées de cette façon, avec, comme l'a dit Stéphane, l'objectif de repartir avec pas mal d'éléments concrets pour la prise de fonction. Alors c'est vrai que le choix qu'on a fait en termes de pédagogie, ça peut sembler à la fois théorique, mais c'est surtout très opérationnel. Par exemple, on va aller dans le détail d'un dossier de clôture pour voir la tête qu'il a et comprendre ce qui est important. On va regarder comment se passe la gestion de trésorerie dans une caisse primaire. Voilà, c'est à la fois être capable d'aller haut et de descendre dans le détail lorsqu'il y a besoin de le faire, avec toujours la même structuration sur chacun des thèmes. C'est d'abord, on regarde les supports réglementaires. Ensuite, on regarde quel est le cadrage national, c'est-à-dire sur quoi on est attendu, que disent les caisses nationales sur les sujets qui nous attendent. On jette un œil sur les outils. Quelles sont les prescriptions ensuite du plan de contrôle interne ou du PCDCF, les points de vigilance et puis des conseils de documentation de lecture. Vous voyez, c'est assez dense. Ce qu'on aime bien aussi faire dans ces formations, c'est de favoriser le partage des pratiques. Par exemple, sur cette formation-là, vous avez un permis à points du DCF. Vous gagnez ou vous perdez des points par rapport à certaines mises en situation sur chacun des thèmes. Alors, je vais prendre par exemple, ça pourrait être quoi? Une des questions, c'est le directeur des prestations qui vient vous voir et qui vous dit, écoute, on n'est pas très bon sur l'indicateur qualité de liquidation. Je voudrais que tes équipes de vérif métier limite ne fassent plus de rejet lorsqu'il y a une erreur de saisie sur les bulletins de salaire de 5 €. Voilà, c'est comment, dans une caisse en tant que DCF, on doit appréhender ce sujet. Ça peut être aussi, j'ai un contrôleur qui ne veut pas aller voir un assuré qui est radicalisé. Qu'est-ce que je fais? Voilà, c'est vivre le quotidien, échanger entre nous, c'est essayer d'indiquer quelle va être la vie du DCF et quels doivent être les bons réflexes de la prise de fonction. Voilà pour cette première formation. Deuxième formation, là, on n'est pas encore DCF et on se projette sur une fonction DCF. Donc de la même façon que tout à l'heure, une question pour accéder à cette formation. Donc, pour décrocher un poste de DCF, il faut, premièrement, disposer d'une fortune personnelle importante pour couvrir le risque de mise en DB. Deuxième proposition, bien connaître le président du conseil d'administration. Troisième proposition, avoir déjà exercé des fonctions comptables. Et enfin, quatrième proposition, préparer sa candidature. Alors, on va vous laisser effectivement la possibilité de voter quelques instants, puis on va venir sur chacune de ces propositions. Donc de la même façon que tout à l'heure, il n'y a normalement qu'une seule bonne réponse. Alors, pour revenir sur les différentes propositions, donc disposer d'une fortune personnelle importante pour couvrir le risque de mise en DB, donc on en a parlé un petit peu plus tôt dans le cadre de ce webinaire, et il y a bien une évolution du régime de responsabilité du DCF qui fait qu'il n'est désormais plus responsable personnellement et pécuniairement. Donc effectivement, cette réponse n'était pas la bonne. Et c'est un point sur lequel on revient assez nettement dans le cadre de ces formations. Deuxième point, donc bien connaître le président du conseil d'administration. Alors c'est vrai, effectivement, le processus de candidature et de nomination du DCF est particulier et qui prévoit effectivement un vote du conseil d'administration ou du conseil. Néanmoins, le fait de bien connaître le président n'est pas un préalable nécessaire. Avoir déjà exercé des fonctions comptables, bon, évidemment, on en a parlé tout à l'heure, on a bien vu que les trajectoires de carrière étaient très différentes et qu'un nombre non négligeable aujourd'hui de directeurs comptables et financiers n'étaient pas passés par des fonctions comptables, ou préparer sa candidature. Eh bien oui, c'est la dernière réponse en tout cas qui était la bonne, et c'est ce point que l'on va s'attacher à vous présenter dans le cadre de cette formation.
Alors sur cette deuxième formation, le profil des stagiaires, c'est alors bien évidemment, il faut avoir la mention comptable pour être inscrit sur la liste d'aptitudes pour occuper un poste de DCF. C'est bien de se projeter, mais si on ne peut pas atterrir, ça ne sert pas à grand-chose. Et la formation, elle vise à finalement, c'est un voyage de découverte ou de redécouverte des missions du directeur comptable et financier. Ce qu'a dit Benjamin en introduction, il y a enfin, ce que lui baptisait le périmètre régalien, moi je dis c'est le jardin de curé de la comptabilité. C'est ce jardin de curé, en fait, il s'est drôlement élargi au fil des années. C'est redécouvrir pour ceux qui ont quitté il y a longtemps la branche, ce que ça peut être. Et puis aussi voir ce qui se fait dans les différentes branches. C'est aussi un point auquel on s'attache. Être DCF en branche famille et être DCF dans la branche recouvrement, on n'est pas tout à fait sur les mêmes thématiques quotidiennes. Situer le poste de DCF dans une dynamique de carrière, on vous en a parlé, je ne reviendrai pas dessus. C'est surtout, peut-être, j'insisterai sur le dernier point, c'est finalement, c'est un pôle emploi du DCF, finalement, cette formation-là. C'est vous aider en connaissant mieux ce que fait un DCF dans les différentes branches, en faisant le lien avec vos compétences, votre expérience professionnelle, vous aider à construire votre candidature au poste de directeur comptable et financier qui se présenteront. Alors la formation, elle est construite sur 2 jours. Effectivement, donc sur 2 journées, donc avec une première demi-journée qui est consacrée donc au périmètre d'intervention du DCF. Donc là, on va passer les missions socles, les missions partagées, les missions déléguées, voilà, vraiment avec ce triptyque-là. Puis une deuxième demi-journée qui va s'articuler autour du positionnement du DCF au sein de l'organisme notamment, donc la relation qu'il peut avoir avec le directeur, la relation qu'il peut avoir avec les autres membres du comité de direction, mais également les relations avec les IRP, les relations avec le conseil d'administration. Puis on fera aussi un petit point sur l'inscription du DCF dans le réseau, que ce soit en ce qui concerne les relations qu'il peut entretenir avec les caisses nationales, mais également avec les autres organismes de sa branche ou des autres branches. Puis une deuxième journée qui sera plutôt autour de la préparation à la candidature, donc avec vraiment, pardon, une deuxième journée là-dessus, donc avec vraiment donc la présentation du circuit de candidature, les lettres de motivation, les réalisations probantes, le passage en comité des carrières, vraiment toutes les étapes qui sont à franchir pour être nommé sur un poste de DCF. Donc on en profite pour faire notamment des petites mises en situation avec des questions très concrètes qui peuvent être posées, soit dans le cadre vraiment de l'évaluation du DCF en amont du comité des carrières, soit lorsqu'il y aura un échange avec le directeur de la caisse nationale, ou éventuellement avec le conseil d'administration, donc c'est en fonction des différentes branches. Et on fait également un point dans cette demi-journée sur toutes les actualités qui concernent les DCF. Donc, là, il y a un point spécifique qui sera fait sur les COJ, mais également, donc, on l'a dit tout à l'heure, sur l'évolution du régime de responsabilité, sur l'évolution du pilotage du contrôle interne, et tout ce qui va concerner aussi les rapports de la Cour des comptes, qui sont quand même assez structurants aussi par rapport à des actions qu'on peut déployer derrière. Et là, sur la méthode pédagogique, vraiment, on va être sur des vraies mises en situation. On va appeler ensemble le directeur qui sera noté sur la vacance de poste. Bien sûr, une vacance de poste fictive, mais qui vous prépare à bien gérer cet appel important dans le cadre de la conduite de votre candidature. On va vous titiller sur des mises en situation d'entretien avec le directeur et le responsable de la mission des 4 dirigeants d'une branche. On va vous faire appeler le DCF national, puisqu'il y a à un moment donné ce passage-là avant d'être nommé DCF. Voilà, donc c'est vraiment une formation qui reproduit le cursus, le parcours que vous devrez effectuer pour devenir DCF. Dernière formation. Oui, donc qui concerne donc l'accompagnement à la prise de poste de fondé de pouvoir, donc même logique, une petite question pour commencer. Donc, devenir fondé de pouvoir, c'est supporter les sautes d'humeur de son DCF et rester dans son ombre pour toutes les instances de pilotage. Deuxième proposition, enregistrer soi-même l'ensemble des opérations d'inventaire de l'arrêté des comptes.
troisième proposition, se préparer à faire des intérims régulièrement. Quatrième proposition, développer des compétences d'expertise et de management stratégique. Effectivement, donc 4 propositions, une seule doit être la bonne. J'espère que s'il y a des fondés, ils ne répondront pas que plusieurs d'entre elles sont justes. Donc, sur la première proposition, donc supporter les sautes d'humeur de son DCF et rester dans l'ombre dans toutes les instances de pilotage. Alors, effectivement, ce n'est pas la réponse qui est attendue. Néanmoins, il y a quand même une relation qui est particulière entre le fondé et le DCF. C'est un point sur lequel on insistera assez nettement dans le cadre de cette formation. Enregistrer soi-même l'ensemble des opérations d'inventaire de l'arrêté des comptes. Alors, effectivement, ce n'est pas ce qui est attendu non plus. Néanmoins, effectivement, la période d'arrêté des comptes, on sait qu'elle est particulièrement chargée pour le DCF, pour le fondé, de manière générale pour l'ensemble des services. Et l'idée, c'est aussi de revenir là-dessus pour un peu décomplexer l'approche qu'on peut avoir de l'arrêté des comptes et essayer aussi de casser certaines idées préconçues qu'on peut avoir par rapport à cette période assez spécifique. Se préparer à faire des intérims régulièrement. Alors, c'est le régulièrement qui est en trop. Néanmoins, faire des intérims, c'est une possibilité dans le cadre de la fonction de fondé de pouvoir. Le nombre de fondés de pouvoir qui font des intérims est d'ailleurs assez conséquent. Donc, c'est quand même quelque chose qui peut se produire, auquel il est bon aussi de pouvoir se préparer. Enfin, donc, développer des compétences d'expertise et de management stratégique. C'était bien la réponse qui était escomptée avec effectivement un poste qui est quand même un poste de manager stratégique avant tout, sur lequel des compétences particulières sont quand même escomptées. Alors, du coup, cette formation-là, qui s'adresse aux fondés de pouvoir qui ont pris leur poste ou qui prennent leur fonction. Donc, vous voyez, c'est une formation similaire à la première, à celle qu'on a vue. J'ai aussi mes fondés de pouvoir inquiets, mes fondés on peut aussi avoir un public de cadres curieux, hein, qui est ceux qui envisagent à court terme d'aller sur une fonction de fondé de pouvoir parce qu'ils savent que dans leur organisme, ces postes-là vont se libérer ou ils ont eu un échange avec leur direction. C'est une formation qui vise ce public-là. Alors, on sait que c'est un public assez hétérogène parce qu'on a à la fois des collaborateurs qui connaissent bien les services comptables et financiers parce qu'ils en viennent et qu'ils ont une connaissance importante de l'institution, ou à l'inverse, des profils qui viennent du privé, qui ont un passé en cabinet, en entreprise, et qui ont une forte expertise technique, mais qui manquent parfois de connaissance de l'environnement institutionnel. Donc, c'est ce public hétérogène-là qu'on va accompagner pour faciliter la prise de fonction. On va peut-être regarder simplement le programme pour identifier les points importants par rapport et surtout les différences par rapport à celui du DCF, parce qu'en fait, le tronc commun est assez important, forcément, puisque les deux fonctions se recoupent, je dis souvent, et c'est un couple important, celui de DCF et de fondé de pouvoir. Ouais, complètement, effectivement, il y a un tronc commun qui est présent, donc c'est une formation prévue sur 2 journées, donc avec une première journée qui va concerner vraiment le périmètre d'intervention du fondé de pouvoir et de manière plus générale de la direction comptable et financière, donc avec un peu le même triptyque que l'on avait tout à l'heure sur les missions socle, les missions partagées, les missions déléguées, et une demi-journée également sur l'arrêté des comptes au sens large du terme, vraiment sur le processus de validation des comptes en lui-même. Et une deuxième journée plutôt sur le positionnement du fondé de pouvoir au sein de la caisse, la relation qu'il peut avoir avec les autres services, avec également un point assez marqué sur la relation fondé de pouvoir DCF, comme Stéphane le disait, c'est vrai que c'est un binôme qui est très structurant dans le fonctionnement d'un organisme. On fait vraiment un point là-dessus, pareil, en essayant d'apporter un maximum d'exemples concrets de situations qu'on a pu vivre les uns les autres. Puis enfin, on finit par quelques actualités sur les différentes branches, quelques évolutions également sur le régime de responsabilité, puisqu'il concerne et les DCF et les fondés de pouvoir, qui sont bien sûr impactés aussi par cette évolution. Donc voilà, on s'attache vraiment à revenir sur tous ces éléments. Ok, merci. Alors peut-être qu'on va prendre maintenant les questions du fil de discussion. Alors j'essaie de les prendre au fur et à mesure. Alors, est-ce qu'un socle de contrôleur de gestion au niveau Bac+5 est un socle solide pour un parcours de formation fondé de pouvoir au DCF? Moi je dis oui, bien sûr, 100 fois oui. Vous avez l'expertise technique requise. Alors après,
ce n'est pas la seule expertise technique qui fonde la compétence et votre capacité à occuper un poste de DCF ou de fondé, mais je connais plusieurs j'ai notamment un ancien fondé qui avait une formation de contrôleur de gestion. Voilà, donc ça fait partie des profils pas les plus fréquents, mais des profils qui peuvent parfaitement occuper ces fonctions et se sentir à l'aise en plus, et s'épanouir dans ces activités-là. Alors après, en autre question, j'avais un manager stratégique maîtrise des risques ayant un parcours interbranche, peut-il être accompagné pour monter en compétence vers le métier fondé de pouvoir? On objecte trop souvent encore les connaissances techniques. Est-ce qu'on peut globalement donner la même réponse que celle que Stéphane vient de faire? Effectivement, oui, bien sûr, déjà tout s'apprend d'une part, et d'autre part, comme on disait, effectivement, l'aspect technique n'est pas aussi rédhibitoire que ça. C'est pas forcément quelque chose c'est pas quelque chose qui est bloquant du tout d'ailleurs. Et puis vraiment, je pense qu'il faut insister sur ce point-là. C'est comme pour tous les postes de cadre, il y a des éléments qui s'apprennent aussi dans le cadre de la prise de fonction, dans le cadre de la montée en compétences. Donc, bien évidemment, que ce type de profil peut tout à fait évoluer vers un poste de fondé de pouvoir. Alors après une question, mais peut-être que Benjamin va nous aider. Aujourd'hui, compte tenu des besoins sur les postes de direction, se pose aussi la question de comment accompagner les personnes qui n'ont pas la mention comptable et financière, pour les accompagner, encourager à la passer. Alors moi, j'avais en tête avant, côté CapDir, il était possible pour ceux qui n'avaient pas décroché l'option comptable et financière de la repasser dans ce cadre-là. J'avoue ne pas savoir répondre immédiatement. Benjamin, est-ce que tu sais? Possibilité. Je dois me renseigner. En fait, je sais qu'il y avait aussi effectivement, dans le cas du CapDir, effectivement, il y a cette possibilité de repasser. Je crois que ça vaut aussi pour, pas que le CapDir d'ailleurs, pour ceux qui suivent le parcours N3S standard, concours interne, externe, et qui ne l'ont pas eu, hein, toujours chaque année. C'est vrai que c'est souvent à peu près les mêmes pourcentages. Il y a souvent, je sais pas, une dizaine de pourcents, 5-6 personnes qui n'ont pas la mention comptable. Et il est possible effectivement de le repasser. Après, en dehors de ces... Et il y a quelque chose d'organisé effectivement pour s'y préparer surtout. Pouvoir se réinscrire en même temps dans les modules. Je pense que c'est la même temporalité que la formation initiale. C'est-à-dire on reparticipe au même module. Il faut aller regarder, je vais regarder sur le site ce qu'on propose. Après, en dehors de ces voies-là, ça reste pour nous, on va dire, en termes d'institution, la seule voie possible de passer la mention comptable et financière. Je n'ai pas connaissance d'un dispositif où on ne ferait que la mention comptable et financière sans faire CapDir ou N3S. Mais je ne veux pas... voilà. Je vais aller vérifier, puis je l'indiquerai. On l'indiquera peut-être même dans le fil de discussion. Ouais, dans le fil de discussion, ou alors dans le parce qu'on va envoyer un mail à la fin de la questionnaire satisfaction avec aussi le support. Donc, si j'ai l'information, je vous la mettrai. Dernière question que je voyais sur le fil, qui était: j'ai été diplômé en 2008 à la formation à l'ESSEC et du processus UCONS, mais je n'ai jamais exercé en pratique. Pensez-vous que je puisse encore candidater? Je suis chargé de développement RH depuis 10 ans. Alors, ça dépend sur quel poste vous souhaitez candidater, là, parce que je ne suis pas sûr de bien comprendre la question. Fondé de pouvoir, il n'y a pas l'exigence d'option comptable et financière, donc oui, sans aucune difficulté. Moi, j'ai des collègues de promo qui n'avaient pas décroché l'option comptable et financière et qui ont été fondés de pouvoir dans leur premier poste. Donc ça, fondé de pouvoir, l'exigence de l'option n'existe pas. En revanche, si on est sur un poste de DCF, c'est ce que l'on disait précédemment, il faut l'option comptable et financière pour pouvoir candidater. Votre candidature ne pourra être examinée, elle sera rejetée par le comité des carrières. Est-ce qu'il y a d'autres questions que j'ai oubliées, Amélie, dans le fil de discussion? De l'autre côté du miroir, est-ce que d'autres participants souhaitent poser des questions suite à ces présentations? On a quelques questions qui sont arrivées, notamment, entre guillemets, bien préparer sa candidature. Est-il opportun pour un fondé de pouvoir de mettre l'accent sur son expérience et sa volonté d'évoluer précisément vers un métier de DCF dans le cadre d'une formation EN3S ou CapDir? Donc, peut-être plutôt Benjamin.
Une question qui laisse sans voix. Oui, alors attendez, oui. Tu peux la reformuler ou la redonner la question, Amélie? Alors, c'était donc sur le laïus tout à l'heure, de bien préparer sa candidature. Ouais. Donc, est-ce qu'il est opportun pour un fondé de pouvoir de mettre l'accent sur son expérience et sa volonté d'évoluer précisément vers un métier de DCF dans le cadre d'une formation N3S ou CAPDIR? Là, je dirais que c'est pas facile de répondre à cette question. Il faut quand même s'appuyer sur ses forces. Donc oui, c'est tout à fait légitime. Après, effectivement, quand on fait la formation CAPDIR ou N3S, c'est pour être polyvalent et exercer sur tout type de fonction. Donc, je ne sais pas, est-ce que ça va pas donner l'impression au jury qu'on se limite à un seul périmètre? Peut-être qu'il y a ce petit risque-là. Après, dans le même temps, il y a une vraie, comme je l'avais dit au début, il y a une vraie demande et un vrai besoin d'avoir des DCF. Donc, je ne sais pas, je sais pas. Est-ce que ça correspond au profil de personnalité? Moi, j'aurais tendance à dire, voilà, c'est dès lors que ça sert à un objectif de parcours professionnel cohérent, moi, j'aurais tendance à dire oui. En tout cas, moi, dans ma promotion, je sais qu'il y avait un fondé de pouvoir qui a fait le N3S. Ensuite, ça n'a pas été effectivement son poste de sortie, directeur comptable et financier. Enfin, il n'a pas exercé ça dans un premier temps. Il allait voir un peu ailleurs, mais il est revenu après. Donc, j'allais dire peut-être pas en première instance, mais dans un second temps, oui. L'achat de manuel de comptabilité, c'est ça? Alors, en 2020, un manuel de la comptabilité des organismes de sécurité sociale a été réalisé par le N3S. J'ai le commander. L'expertise technique, comptable et financière est-elle davantage nécessaire dans une petite caisse ou est-elle aussi une croyance? Ou est-ce aussi une croyance, pardon? Alors, je vais vous Thibaut faire ou Stéphane? Alors, je l'apprends, mais Thibaut va compléter, mais vous verrez que c'est parfois étonnant. Je suis DCF de la CAF du Rhône depuis 5 mois maintenant. Je peux vous dire que c'est la première fois que j'ai saisi des écritures comptables depuis bien longtemps. Alors qu'on peut penser que dans une caisse de catégorie très importante, on ne touche pas à la comptabilité. Je connais d'autres collègues qui, dans certaines situations, même dans des caisses importantes, doivent parfois mettre les mains dans le cambouis de la comptabilité. C'est plutôt atypique, mais ça existe, hein, il faut se dire. Et Thibaut, de ton côté, plutôt sur une petite boutique, bah, ça va être l'inverse. Enfin, effectivement, je pense qu'il n'y a pas de règle absolue en fait sur ce type de questions. Comme Stéphane le disait, effectivement, dans des grosses caisses, on peut être amené aussi à passer des écritures. Enfin voilà, je pense c'est très variable. Moi, pour ma part, effectivement, c'est vrai que j'ai été amené à en faire au début, beaucoup moins aujourd'hui. Voilà, ça tout dépend effectivement des organisations et de comment on essaie de faire évoluer les choses. Ce qui est vrai, c'est que dans les petites caisses, l'expertise technique est répartie sur un nombre plus restreint de personnes. Voilà, ça c'est une réalité. De là à dire que c'est nécessaire d'en avoir davantage à tous les niveaux, ça c'est un autre débat. Je ne pense pas qu'il y ait de réponse absolue à ce type de questions. Allez, une toute dernière question et après on clôturera donc ce webinaire parce que je suis certaine que vous allez adorer répondre à cette question parce qu'on est bien dans le thème des questions que vous posiez tout à l'heure. Qu'est-ce qui anime le DCF au quotidien? Qu'est-ce qui Alors que ma fin de journée ne ressemble pas à mon début de journée. Heureusement, c'est très rare que la fin de journée ressemble à mon début de journée. Et parfois, moi, me dire, c'est parce que le DCF est là que l'on paye, que l'on trouve des leviers d'amélioration. Je pense qu'on se situe au réceptacle d'un peu tout. Et ça nous permet d'avoir une vision assez large et d'avoir ce rôle un peu de vigie qui aide à décider et à prendre des décisions utiles pour le bon fonctionnement de l'organisme. Effectivement, c'est une formation, c'est une fonction qui est hyper dynamique. On est vraiment sur le fonctionnement de l'ensemble de l'organisme. C'est très transversal et à la fois on est aussi dans le cœur de métier. Enfin, je pense que c'est vraiment une fonction sur laquelle
on s'éclate tous. C'est d'ailleurs un peu le point sur lequel on voulait insister aujourd'hui. C'est vraiment des fonctions sur lesquelles on est hyper épanouis les uns les autres. Enfin, vraiment, c'est jamais pareil et c'est ça qui est intéressant. Alors bien sûr, il y a des redondances, il y a des choses qui reviennent, mais de manière générale, quand même, c'est des fonctions sur lesquelles tous les jours on apprend des choses, tous les jours on fait des choses qui sont différentes. On a vraiment le sentiment d'être utile et c'est ça, moi, vraiment pour le coup, qui me stimule sur cette fonction. Je ne sais pas si ce sera le mot de la fin, mais peut-être que oui d'ailleurs. C'était l'une des dernières questions et je vois que vous répondez bien et ça donne envie puisque on a une question qui nous dit mais comment s'inscrire à l'une des formations proposées? Alors je vais peut-être laisser la parole à Benjamin et en même temps peut-être clôturer du coup ce webinaire. Donc je partage en même temps le PowerPoint, Benjamin, pour présenter du coup les prochaines formations qui auront lieu. Ah oui, sur l'aspect administratif, c'est extrêmement simple, hein. Tout se passe via notre site internet de la formation professionnelle. Mais dès après ce webinaire, vous allez recevoir, comme je vous le disais, un mail rebond avec le support, plus questionnaire satisfaction. Et les 3 formations seront listées. Donc, vous aurez juste à cliquer sur les liens et vous accéderez à la page de notre site La Formation Pro, où vous pouvez ensuite cliquer sur vous inscrire. Voilà, tout en vous étant quand même rapproché de votre direction des ressources humaines pour vous assurer qu'ils sont bien OK pour prendre ça en charge au niveau du plan de formation. Ça, c'est sur l'aspect administratif. Pour clore, alors, vous voyez, une petite question sur le manuel de comptabilité. Je ne sais pas si on avait répondu. Bon, je pense que c'est des documents de travail qui sont issus de la formation initiale Capdier. Donc, vous dites, j'ai essayé de le commander, mais en fait, il n'y a pas de vente par rapport à ça. Donc, visiblement, il circule sous le manteau en PDF. Donc, voilà, je pense que ça fait partie des supports qui circulent, mais je ne pense pas que ça a été... Enfin, que ce soit... de formation pour les... Voilà, ou que c'est un... mais je pense qu'il n'est plus mis à jour, c'est peut-être simplement pour voilà. ça. Il me semble que c'est un problème. Voilà, donc effectivement, il n'y a pas là-dessus d'édition à jour, et surtout, on ne le diffuse pas de façon officielle. C'est un support réservé, entre guillemets, à ceux qui suivent cette formation. Après, s'il circule en PDF, bon, j'allais dire, voilà, vous pouvez vous en servir de cette façon-là. Et pour conclure, parce que je vois que l'heure tourne, j'ai remercié tout le monde de leur attention, remercier nos 2 intervenants de cette qualité d'intervention. Ça m'a moi-même donné envie, peut-être prochainement. Tu peux t'inscrire, Benjamin, aux formations. Oui, voilà, non, mais j'ai toujours eu ça dans un coin de ma tête, puis ça ne s'est jamais fait, mais voilà, qui sait un jour basculer du côté obscur de la fonction comptable et financière. Et vous rappelez pour terminer nos prochains webinaires. Le prochain, on va l'organiser autour d'un sujet essentiel, la transition écologique. Donc, tout ce qu'on peut proposer pour accompagner à titre individuel ou collectif les organismes dans ce gros défi. Et puis ensuite, on aura un webinaire avec un E ou un webinaire pour le néologisme sur le management hybride. Le management hybride qui, le 13 juin. Voilà, avec l'idée de dire que l'hybride, c'est devenu la norme et que tout le monde s'est un peu habitué à ça, mais que l'hybride peut irriguer l'ensemble des aspects de la fonction managériale, que ce soit au niveau de la création de collectifs, du pilotage, de la performance ou du développement, on va dire même du développement personnel. Donc c'est un cycle de management auquel on est très attaché et on voulait vous le développer de plus en avant parce qu'il y a 6 ateliers dans cette formation-là qui sont en plus qu'on peut commander de façon séparée en intra aussi. Donc voilà, les 2 prochains webinaires, écologie et management hybride. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et à très vite à l'EN3S ou ailleurs dans les réseaux. Merci. Merci. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.